Chers toutes et tous, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette troisième capsule dédiée aux aspects définitionnels et à l'évolution du management. Nous commencerons dans un premier temps par cerner les aspects étymologiques liés à la notion de management. En effet, le terme management est dérivé d'un vieux mot français qui est ménagement. Et en fait, ce terme, jusqu'au XVIIIe siècle, signifiait avoir la responsabilité de quelque chose dont on n'était pas propriétaire. Et forcément, ça se rapportait aux terres, hein, des rentiers, dont ils déléguaient la gestion, la direction à des particuliers qui formaient un petit peu la bourgeoisie de l'époque. Alors, le terme moderne management est actuellement défini dans la langue française comme la conduite, la direction d'une entreprise. Et c'est pour cela qu'on parle indifféremment dans le langage commun de directeur ou de manager pour désigner la personne qui gère une entreprise. Alors, les autres termes les plus couramment utilisés sont gestion et administration. Alors, le verbe gérer provient du verbe latin gerere, qui signifie conduire, au sens large, mener ou mener à bien, pour être plus précis, diriger et même gouverner. L'administration renvoie au verbe administrer, qui provient lui-même du latin administrare, qu'on peut définir comme étant gérer un bien, gérer en défendant les intérêts de ceux qui nous confient leur patrimoine pour le gérer. Voilà donc pour les aspects étymologiques liés à la notion. Maintenant, essayons de voir qu'en est-il par rapport au concept de management. Je voudrais simplement souligner qu'un concept n'est pas une notion, un concept a une charge théorique très importante, alors que la notion ou le terme, on l'utilise dans un langage plutôt commun, sans qu'il y ait forcément cette charge théorique. S'agissant du concept de management, il renvoie, selon Henri Fayol, un des principaux auteurs du management qui fait partie de la fameuse école classique des années, du début du XXe siècle. Alors, Henri Fayol décrit les composantes de la fonction managériale comme faisant partie d'un processus systématique consistant à prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Donc, manager selon Fayol consiste donc à décliner ce processus-là. La prévision renvoie à une projection dans le futur pour organiser dans le temps la réalisation des objectifs de l'entreprise. L'organisation consiste en fait à prévoir le qui fait quoi et bien entendu à prévoir aussi les mécanismes de coordination qui seront détaillés dans une autre étape. Le commandement qui consiste en fait à faire faire aux gens ce qu'on a envie qu'ils fassent. En gros, ça se décline à travers un style propre à chaque manager. Il y en a qui adoptent des styles très directifs, autoritaires, d'autres qui sont plutôt dans des styles assez participatifs. Et puis, tout processus de management est censé être bouclé par une étape de contrôle. Hein. Tout processus finalisé se doit d'être contrôlé pour savoir si les résultats qui avaient été prévus au départ ont bien été atteints et s'il y a des écarts, comment les expliquer en fait. Bien, en dehors de cette définition processuelle, Berlénise, en 1932, vont mettre en avant le rôle du dirigeant, du manager, qui assure les fonctions donc
de prévision, d'organisation, de commandement, de coordination et de contrôle, et qui n'est pas forcément le propriétaire de la firme qu'il dirige. À partir de Berlemise, on est sur une approche managériale qui dissocie entre la propriété du capital et la gestion de l'entreprise. Et là, on va voir d'autres problématiques, notamment liées à la gouvernance, qui vont commencer à émerger. Alors, les définitions qui vont suivre indiquent un domaine d'intervention très large du rôle et de ce que les dirigeants ont à faire au sein de l'organisation. En effet, pour Kerner et Monteil, en 1979, à partir d'une connaissance rigoureuse des faits économiques, sociaux, humains et des opportunités offertes par l'environnement, en l'occurrence le marché et la politique économique, le management, c'est une façon de diriger, de gérer rationnellement une organisation qui peut être une entreprise, un organisme public, une association, etc. D'organiser les activités, de fixer les buts et les objectifs, de bâtir des stratégies, en l'occurrence de planifier, tout couramment. Alors, il y parviendra en utilisant au mieux les hommes, les ressources matérielles, les machines, la technologie, et donc ce sont plutôt les aspects organisationnels ici de sa mission. Alors, dans le but de faire quoi? Dans le but d'accroître la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise. En fait, ce qui intéresse un manager, ce n'est pas d'augmenter la profitabilité, en l'occurrence, ce n'est pas d'augmenter les dividendes, il n'est pas intéressé par les dividendes, ce sont plutôt les actionnaires qui sont intéressés par les dividendes. Ce qui intéresse un manager, c'est plutôt de montrer qu'il a pu réaliser les objectifs pour lesquels il a été engagé, hein, de viabilisation de l'entreprise, de pérennisation de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il a envie quand même de garder sa place et de se faire remandater encore dans sa mission de dirigeant. Alors, pour Kuntz et Hodnell, 1980, le manager a la mission de créer ou maintenir un environnement où les individus qui travaillent en groupe sont encouragés à collaborer de façon efficace et dynamique à la réalisation d'objectifs communs préétablis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est dans une dimension un peu plus euh, liée à l'animation des hommes pour ce qui est de la composante du management. En l'occurrence, ici, le manager va se soucier de faire en sorte à ce qu'il puisse y avoir de bonnes synergies au sein de l'organisation pour permettre la réalisation des objectifs organisationnels. Ce sont des objectifs qui ne sont pas forcément ceux des acteurs qui composent l'organisation. Les acteurs, ils peuvent avoir des objectifs qui leur sont propres. Et le génie, entre guillemets, du manager, c'est de pouvoir les faire orienter dans la direction donc de la réalisation des objectifs organisationnels. Et c'est pour ça qu'on parle d'objectifs communs préétablis, ce sont des objectifs consensuels. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces aspects définitionnels du concept du management? Premièrement, c'est que le management se décline sous forme d'un processus, lequel processus comprend des activités, lesquelles activités comprennent des tâches, mais en tout cas, les activités que comprend un processus de management sont la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. C'est ce qu'on appelle communément le PODC. Alors, rappelez-vous, ce processus, on l'a déjà évoqué antérieurement lorsqu'on a parlé de la définition donnée par Fayol au management et du fameux processus qui consiste à prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Donc, en fait, on voit bien que ce processus tel qu'il a été formulé par Fayol est toujours d'actualité. Tout ce qui a été fait, c'est que la prévision a été remplacée par la planification et le commandement et la coordination ont été en fait rassemblés dans la direction, un concept un peu plus large que les deux réunis, puisqu'on parle aussi dans la direction de la motivation, de la gestion de conflits, de la gestion du changement, etc. Mais on voit bien que le contrôle et l'organisation sont toujours là. La planification est un concept qui est beaucoup plus large que la prévision. Et donc, tout ça, on va le voir bien en détail
en deuxième semestre dans un chapitre qui sera exclusivement dédié au processus de management. Donc, si vous ne vous rappelez pas les définitions du management, c'est qu'on vous demande de définir le management, vous n'avez qu'à dire un management, enfin le management consiste en une déclinaison d'un processus qui comprend la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Alors, deuxième chose qu'il faudra retenir, c'est que le management, ça s'applique à toutes les formes d'organisation possibles, hein, et non seulement aux entreprises. Donc, les associations sont concernées, les organismes publics sont concernés, etc. Il concerne essentiellement les problèmes de coordination de ressources internes et donc ce qui va au-delà des simples problématiques d'allocation des ressources. Alors, lesquelles ressources internes, bien entendu, comprennent à la fois les ressources matérielles et humaines. Troisième chose, c'est que la suprématie technique ne conditionne pas la réussite d'un bon management. Hein. C'est vrai que le management est une science, mais, c'est aussi une dimension en fait qui englobe des aspects qui relèvent de l'humain, de la gestion de l'humain. Alors la troisième chose qu'il vous faudra retenir, c'est que la suprématie technique ne conditionne pas la réussite du management. Hein. Un bon management n'est pas seulement un management euh, techniquement performant. Hein. En fait, l'importance du facteur humain dans l'activité d'une entreprise conditionne justement ou exige un travail de coordination important qui est déterminant dans la survie d'une organisation. La survie bien entendu, mais bien entendu aussi le maintien d'un bon climat social. Donc un manager ne doit être techniquement bon, mais disposer aussi et surtout d'une aptitude en ce qui concerne la gestion des relations interpersonnelles qui lui permettra un petit peu de s'affirmer auprès de ses collaborateurs et de pouvoir faire valoir un bon climat social qui lui permettra de bien atteindre ses objectifs. Alors, quatrième et dernier élément qui, à mon sens, est important à retenir pour ce qui concerne la caractérisation du concept de management, c'est que le management est à la fois un art et une science. Hein. C'est-à-dire, faisant suite à ce qu'on a dit dans le point précédent, il s'agit en fait de faire appel aussi bien à des connaissances théoriques, scientifiques, techniques, etc., donc importante, surtout pour ce qui concerne les problématiques de coordination des ressources, d'allocation de ressources, etc. Et puis, bien entendu, à des qualités innées, intuitives, personnelles, qui lui permettent de bien communiquer avec les autres, de bien motiver les autres, d'être à l'écoute, d'être empathique, etc. Donc ces qualités qui font un bon manager ne sont pas de l'ordre du scientifique, mais plutôt de l'ordre de l'artistique. Donc le manager doit avant tout développer des qualités personnelles sans lesquelles le recours aux méthodes et outils, ou exclusivement au recours plutôt aux méthodes et outils, risque fort de ne pas donner de grands résultats. Bien, maintenant, essayons de faire un petit tour d'horizon sur l'évolution historique du management. Bien entendu, on est loin d'un contenu complètement dédié à l'évolution de la théorie du management, puisque on a un long chapitre dédié à ce sujet au niveau du deuxième semestre euh, dans le module Management 2. Pour le moment, prenons simplement quelques repères qui nous permettront un petit peu de situer l'évolution du management. Alors, commençons d'abord par souligner qu'il y a pratique de management et théorie du management. Et les deux choses sont différentes.
Quand on parle de la pratique du management, ou en tout cas ce qui en est rapprochable, on remonte en fait aux origines de l'humanité, hein. On peut retrouver, comme beaucoup le disent, mais qui reste quand même un savoir contestable en sciences de gestion, euh, on peut donc retrouver des pratiques qu'on peut assimiler à des pratiques managériales. On les a situées en fait dans les temps anciens, aux origines de l'humanité. Euh, Par exemple, les ateliers du silex de l'homme préhistorique ou ceux des potiers des temps pharaoniques qui étaient en fait organisés sur un mode qui était très proche du travail à la chaîne de Taylor avec des ouvriers spécialisés, des séquences rationnelles, des contremaîtres, une surveillance hiérarchisée, etc. Et pour beaucoup, cela finalement relève du management, même s'il n'était pas enfin, théorisé, ce n'était pas un savoir théorisé, ce n'est pas de la théorie du management, mais c'était quand même une pratique qui a existé en ces temps-là et qui peut être rapprochée disons, des pratiques managériales des temps modernes. Mais la théorie du management, elle, remonte au management scientifique avec les travaux de Frédéric Taylor et de l'école classique du management formée par Fayol, Weber euh, et Ford. Les travaux de l'école classique ont opéré en fait les premières théorisations du management euh, avec un apport fondamental au niveau, bien sûr, constitué au niveau de la révolution industrielle et qui a opéré un changement important qui a consisté notamment dans un changement radical dans la manière d'organiser le travail notamment. Voilà, cette capsule arrive à sa fin. On y a traité les aspects définitionnels et une brève description de l'évolution du management, des contenus qui seront approfondis plus tard dans ce semestre et également au niveau du semestre prochain. Je vous dis donc au revoir et je vous retrouve dans une quatrième capsule qui traitera des rôles du manager. À très vite.